AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Alors, la France va-t-elle inscrire le consentement dans notre droit pénal? Alors que nous venons de marquer l'histoire des femmes en inscrivant l'avortement dans notre Constitution, rendant ce droit inaliénable, la question du consentement se trouve aujourd'hui au cœur du débat public. Le 8 mars, en marge du scellement du droit à l'avortement, le président de la République a déclaré qu'il allait inscrire dans le droit français la notion de consentement. Depuis 1980, notre code pénal définit le viol en termes de violence, contrainte, menace ou surprise. Cette définition laisse dans l'ombre les états de sidération psychique et de dissociation traumatique qui révèlent les limites de notre législation actuelle. Une définition qui ne tient pas compte des situations où les victimes paralysées par la peur ou écrasées par la domination ne peuvent résister à leur agresseur, qui omet les abus de pouvoir, les situations de précarité et les rapports de domination qui contraignent les victimes dans un silence forcé. Alors, comment juger ces crimes et rendre justice aux 90% de victimes de viol qui n'ont pas crié, ne se sont pas débattues, n'ont pas fui, de celles qui sont devenues étrangères à elles-mêmes? Comment prouver les contraintes psychologiques, les menaces verbales? Il est temps de reconnaître que l'absence de résistance ne constitue pas un consentement et que céder sous la contrainte n'est pas synonyme d'acceptation. La loi actuelle, en exigeant des preuves de violence, contrainte, menace ou surprise pour caractériser un viol, suggère implicitement une présomption de consentement chez la victime et creuse le vide juridique des viols commis sans coercition. En Suède, l'obligation de consentement a non seulement augmenté la réponse pénale de 75%, mais a également renversé le fardeau de la preuve en plaçant la responsabilité sur l'auteur de l'acte, lui demandant de s'assurer du consentement de sa partenaire. La vertu pédagogique de cette loi est indéniable. En inscrivant le consentement dans le droit pénal, nous envoyons un message clair. La loi n'a pas seulement pour but de punir, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas toujours et pas souvent, 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite, mais son rôle est aussi d'éduquer et de guider la société vers une compréhension plus profonde du respect. Souligner que toute relation sexuelle requiert l'accord libre et éclairé des deux partenaires est un pas essentiel pour la transformation des mentalités et du respect dans toutes nos interactions. La Convention d'Istanbul, ratifiée par la France en 2014, définit clairement le viol comme tout acte sexuel sans consentement volontaire et éclairé. Cette convention nous oblige, comme elle oblige les travaux en cours de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui prépare le terrain pour cette réforme cruciale. La véritable question est donc désormais de déterminer le moment de cette inscription du consentement dans notre droit pénal. Ce n'est plus une question de si ou de oui, mais une question de quand. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Alors, le 8 mars, en marge de la cérémonie de scellement de la loi constitutionnalisant l'avortement, le président de la République a déclaré qu'il allait inscrire dans le droit français la notion de consentement. Cette décision marque un changement significatif par rapport à la position initiale de la France au début de l'année sur la définition commune proposée par l'Union européenne. Comment expliquez-vous ce revirement et à titre personnel, quelle est votre position sur l'intégration du consentement dans notre droit pénal ? Alors déjà, vous l'avez extrêmement bien décrit dans votre éditorial et merci de l'avoir fait avec ce niveau-là de précision et de clarté, parce que c'est pas toujours le cas sur ces sujets. Je pense qu'il y a deux choses. Il y avait une proposition en effet de directive donc au sein du Parlement européen et nous on a une position qui est une position de principe qui est de dire que notre droit pénal n'a pas à être défini par des règles européennes. Et je crois que ça c'est important, c'est un enjeu de clarté, c'est d'abord un débat national qui doit pouvoir exister, c'est donc pas une opposition sur le fond, c'était vraiment une position de principe, que ce soit sur cette question-là ou sur une autre qui aurait ensuite impacté notre droit pénal. Oui, mais la Convention d'Istanbul le réclame, oui, mais et le demande. Ça c'est autre chose, je pense que c'est un autre registre. Et puis, il y a surtout, concrètement, qu'est-ce que changer notre droit pénal permettrait? Et c'est ce que vous avez dit, ça permettrait deux choses. Et c'est pour ça que moi, j'y suis extrêmement favorable. Et j'ai eu l'occasion d'en échanger avec le président de la République. Ça permet, de mieux définir, de mieux caractériser ce qu'est le viol. Et donc de permettre, je l'espère demain, d'avoir aussi des taux de condamnation qui soient plus importants. Parce que je crois qu'on a un droit qui est aujourd'hui protecteur, avec les 4 critères que vous avez rappelés. Mais on a un certain nombre de situations qui ne sont pas caractérisées par ces 4 critères. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réalité assez terrible qu'on n'a pas du tout envie de regarder en face. C'est que le viol, on a une espèce d'image de dire que si demain, l'une de nous, une de nos sœurs, de nos mères, de nos filles, venait à vivre cette chose absolument terrifiante qui est une agression sexuelle ou pire un viol, ce serait forcément par un inconnu. Ce serait, je sais pas, dans une sortie de boîte, dans un parking, dans une ruelle mal éclairée. En fait, c'est pas le cas. Si un jour cette chose absolument terrifiante nous arrive,
nous connaîtrons notre agresseur. 9 victimes sur 10 connaissent leur agresseur. Et personne n'a envie de regarder cette réalité en face. Personne n'a envie de se dire que si un jour elle est violée, que si un jour nos enfants, que si un jour nos mères, nos amis, nos collègues, ça veut dire que ce sera peut-être un parent, un ami ou un collègue. Et donc ça veut dire qu'il faut changer profondément les représentations qu'on a du viol pour mieux protéger les victimes, pour mieux préparer la société. Et donc ça veut dire aussi que si c'est quelqu'un que vous connaissez, si c'est un agresseur que vous connaissez, on ne peut pas continuer à entendre dans des plaidoiries comme on l'entend. Elle ne s'est pas débattue, elle n'a pas crié, elle n'a pas dit non, parce qu'il y a tellement de circonstances dans lesquelles vous n'êtes pas en capacité tout simplement de dire non. Donc c'est ça la première chose que ça permettra, le consentement, c'est de mieux caractériser ce qu'est le viol, de mieux le définir. Et donc la deuxième des choses, c'est que ça permettrait sans doute de mieux éduquer nos enfants sur ce que veut dire justement le consentement et sur le fait que dès le plus jeune âge... de la loi, oui. Oui, la vertu pédagogique de la loi, exactement. Ça veut dire que dès le plus jeune âge, on doit pouvoir éduquer nos enfants, nos petites filles, comme nos petits garçons, dans une culture qui est une culture du respect. C'est ni plus ni moins que ça, le consentement. Vérifier, veiller au fait que son partenaire, sa partenaire, que ce soit pour un soir, pour un quart d'heure ou pour la vie, est consentant. Et que ce soit fait de manière libre et éclairée. Et donc c'est vraiment une nouvelle éducation qu'on doit pouvoir faire prévaloir tout simplement. Donc moi j'y suis extrêmement favorable, je crois qu'il est temps, je l'espère le plus tôt possible. Le président de la République souhaite que ça puisse être le cas, il a eu l'occasion en effet de le dire et je crois que ce serait un signal extrêmement fort que notre pays enverrait à l'égard des femmes qui ont été victimes, qui pourraient l'être demain, et vraiment changer aussi les représentations, encore une fois, qu'on a d'un viol. Pas pour dire que tous les hommes en puissance sont des prédateurs, pas pour tomber dans cet excès qui serait absolument insupportable lui aussi, mais pour vraiment mieux éduquer, mieux prévenir, mieux informer, et encore une fois garantir que la parole des femmes soit... là encore beaucoup mieux respecté et appréhendé. On sait que tous les hommes ne sont pas des prédateurs, mais ce qu'on sait, c'est que 96% des auteurs de violences sont des hommes. Et vous disiez l'éducation. Donc l'éducation, c'est extrêmement important. On sait qu'on a des difficultés d'application des programmes à la vie sexuelle et à la vie affective dans l'école. Est-ce que vous allez intervenir là-dessus? Oui, j'interviens. On est en train d'y travailler avec Nicole Belloubet, donc qui est la ministre de l'Éducation nationale, parce qu'aujourd'hui, on a 3 heures normalement de cours de formation qui sont des heures obligatoires. Je pense que déjà, c'est mal nommé. Parce que quand on parle de vie sexuelle à des parents pour éduquer nos enfants qui sont à l'école élémentaire, je pense que ça fait peur. C'est mal nommer les choses. Baptisons. Je pense qu'on est en train justement de réfléchir à un nouveau nom en lien avec évidemment la révision des programmes. Vous savez que la révision des programmes, elle est en cours de finalisation. Elle sera présentée au mois de juin pour garantir que ce soit des heures effectives. Parce que dans ce cadre-là, c'est apprendre quoi à nos enfants dès le plus jeune âge? L'intégrité de leur corps. Tout simplement, c'est-à-dire que personne n'a le droit de te toucher si tu ne le souhaites pas, personne n'a le droit de te faire du mal, d'attenter à ce que tu es, et c'est encore une fois dès le plus jeune âge évidemment que ça s'apprend, parce que c'est toute la question aussi des violences qui sont faites à l'encontre de nos enfants, et encore une fois la question du consentement. La question du consentement, elle doit pouvoir être aussi appréhendée dans ce cadre-là. Donc c'est absolument vital et on est totalement alignés et extrêmement combative avec la ministre de l'Éducation nationale pour que ce soit parce possible. que ces outils, on les a. Donc on a fait le constat de situations de violence de façon assez très claire aujourd'hui. On y met en place plein de mesures. Il y a eu toutes les mesures du Grenelle. Il y a aujourd'hui les mesures du plan rouge qui sont très nombreuses. Donc finalement, le constat, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour combattre ces violences. Le problème, c'est la mise en application. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? En termes d'arsenal juridique, il y a sans doute ces évolutions sur le viol. Mais est-ce que toute la société se sent concernée? Ah, ça c'est autre chose, oui. La mobilisation de la société. Mais je crois que c'est ça, en fait. Faut travailler là-dessus. Ce qui est absolument déterminant. C'est-à-dire que la question des violences faites aux femmes, que ce soit des violences physiques, qu'elles soient intrafamiliales, qu'elles soient sexuelles, quelles que soient en vérité les violences, il faut qu'on arrive à embarquer toute la société pour que la société trouve absolument insupportable que ces violences puissent persister dans la société. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas suffisamment le cas. Et à un moment, c'est la société qui doit prendre aussi sa part. C'est-à-dire, il y a ce que l'État fait et doit faire, les enjeux de formation dès le plus jeune âge, formation de nos policiers, de nos gendarmes, qui s'est
considérablement renforcé, formation évidemment de nos magistrats, changement du droit pénal partout où c'est nécessaire, ordonnance de protection pour que ce soit la victime évidemment ou victime potentielle qui soit protégée de son agresseur, éloignement du conjoint violent, bracelet anti-rapprochement, téléphone, grave danger, bref, il y a un arsenal solide, voilà, mais la société ne se sent pas suffisamment concernée et elle doit l'être. La société, et y compris les hommes, parce qu'on a besoin d'eux dans ce combat, c'est extrêmement important. Alors vous avez lancé une mission novatrice, je vais dire novatrice pour comprendre les mécanismes à l'œuvre dans les violences sexuelles et sexistes. Non pas que des missions sur les violences sexuelles et sexistes n'existent pas, mais vous, votre focus, c'est explorer ces violences, en particulier dans les lieux de pouvoir et dans les situations de domination hiérarchique et de relations d'autorité. Alors le milieu des médias, avec les affaires que vous connaissez, PPDA, Hulot, Plaza, Coé, Miller, pour ne citer que, et le milieu du cinéma, avec les affaires Depardieu, Doyon, Benoît Jacot, sont le symbole de ces relations de pouvoir et de domination. Vous avez choisi pour cette mission de 3 mois 6 femmes. Une avocate, fondatrice de Stop Ficha, une ex-sénatrice, vice-présidente de l'Alliance pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit, une chef de service gynéco-obstétrique, présidente de Donner des ailes à la santé, la secrétaire générale de l'Association nationale des DRH et une enseignante d'EPS et conférencière sur les violences sexuelles et sexistes dans le sport. Alors moi j'ai envie de vous demander pourquoi ces profils ? Comment vous envisagez la collaboration avec les ministères que vous souhaitez impliquer, je crois, la santé, la culture, le sport, la fonction publique? Quels résultats concrets attendez-vous à l'issue de ces 3 mois? Et qui allez-vous auditionner? Alors, c'est pas moi qui vais réaliser les auditions, c'est vraiment les personnalités qui ont été choisies et qui sont totalement indépendantes, c'est-à-dire qu'elles sont libres d'auditionner qui elles veulent et elles sont libres de faire toutes les propositions qu'elles souhaiteront évidemment. Moi, je les ai rencontrées la semaine dernière pour essayer de mieux définir ensemble ce qui est absolument nécessaire dans la société. Et ce qui est nécessaire, c'est quoi? C'est que, encore une fois, on a des situations dans lesquelles on voit bien que la relation d'autorité, elle peut conduire à de l'abus de pouvoir, tout simplement. On le sait. Et donc, comment on fait face à ces abus de pouvoir? Comment on signale? C'est quoi les circuits pour signaler? C'est quoi les alliés que vous avez au sein de votre organisation, qu'elles soient professionnelles, associatives, sportives, culturelles, etc. Où parfois les rapports sont aussi un peu flous, la promiscuité peut être extrêmement importante, où il y a un rapport de mentor aussi qui peut s'exercer, bref, où en clair, les rôles sont parfois peu identifiés, peu clairs, peu lisibles, et où ça peut conduire encore une fois à de l'abus d'autorité, à de l'abus de pouvoir et à des femmes qui se retrouvent, parce que les victimes sont d'abord des femmes, et bien dans des situations où elles ne sachent pas qui alerter, vers qui se tourner. Et donc moi je crois qu'on a besoin dans tous ces lieux de pouvoir d'avoir des contre-pouvoirs, d'avoir des autorités qui permettent d'avoir une véritable régulation. Il y a des référents dans toutes les sociétés, les entreprises ont fait des progrès. En quoi cette commission, avec ces profils-là que vous avez choisis, c'est vous qui les avez choisis, qu'est-ce que ça va amener de plus? Déjà, c'est des profils qui sont très complémentaires, parce que vous avez une avocate, parce que vous avez une gynécologue obstétricienne, parce que vous avez, vous l'avez cité, le professeur de PS Angélique Cauchy, qui est aussi une femme qui a été lanceuse d'alerte dans le monde du sport parce qu'elle-même a subi des violences sexuelles. Bref, des profils très complémentaires. Le monde du travail, avec justement l'association des DRH de notre pays. Et oui, les entreprises sont très volontaires, mais les entreprises nous disent elles-mêmes quelle est la frontière, jusqu'où j'ai le droit d'aller, de ne pas aller. Si les violences, elles ne sont pas sur mon lieu de travail, mais que je pressens qu'une femme qui est ma collaboratrice subit des violences chez elle, est-ce que j'ai le droit d'alerter? À qui j'en parle? Est-ce que j'ai le droit d'en parler directement à cette femme pour mieux la protéger? Il y a plein de choses aujourd'hui qui sont un petit peu floues, notamment dans le monde professionnel. Et encore une fois, on a des mondes professionnels qui peut-être sont plus particuliers que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément plus de violence dans ces mondes professionnels. La violence, elle peut être partout. Mais c'est la nécessité, encore une fois, d'avoir systématiquement des contre-pouvoirs. Partout où il y a pouvoir, il y a le risque aussi qu'il y ait, encore une fois, un abus de pouvoir. Donc on va attendre très concrètement et très attentivement les résultats de cette commission. Alors, vous étiez cette semaine à Malte, dans le cadre de la conférence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe sur la lutte contre l'antisémitisme, consacrée cette année au 20e anniversaire de la déclaration de Berlin. Vous y avez annoncé la création des assises de l'antisémitisme qui se tiendront à Paris le 6 mai prochain. Cette initiative, c'est une réponse directe à l'escalade des actes antisémites en France et à l'international. Quels sont les objectifs précisément de ces assises? On ne peut malheureusement pas ignorer que depuis les attaques terroristes qui ont été commises par le Hamas le 7 octobre dernier en Israël, eh bien, on a une recrudescence des actes antisémites. Ce qui est assez insupportable pour nos concitoyens juifs, c'est qu'aujourd'hui, parce que vous avez un patronyme juif, parce que vous êtes juif avant d'être français, au vu de ceux qui sont antisémites, vous êtes aussi co-responsable de la situation qui se passe à Gaza. Comme si chacun de nos compatriotes juifs
était lui-même responsable des choix politiques et militaires réalisés par Israël. Et ça, c'est absolument insupportable. Et c'est évidemment caractéristique de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'on essentialise les personnes, on les réduit à ce qu'on imagine qu'elles sont, et on y ajoute évidemment toutes les théories complotistes que ça peut émailler. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur la sécurité des personnes, ça a des conséquences sur le bien-être des personnes, ça a des conséquences sur nos enfants, des enfants qui sont victimes de harcèlement à l'école, ça a des conséquences à l'université. Pour ça que la ministre a pris une circulaire dès le 9 octobre pour dire à tous les présidents d'université, à tous les recteurs d'être extrêmement vigilants. Ça a des conséquences dans la rue, ça a des conséquences sur les réseaux sociaux. Qui dans ces assises pour réfléchir? Alors, première étape, le 6 mai, avec l'ensemble des associations de lutte contre la haine, pas uniquement les associations juives, parce que l'objectif pour moi, c'est quoi? C'est de dire clairement que l'antisémitisme, c'est pas que l'affaire des juifs, c'est l'affaire de toute la société. Et que l'antisémitisme, c'est toujours, dans toutes les démocraties, la première porte d'entrée vers toutes les autres haines. Toutes les autres haines. Et derrière, c'est la question du racisme, c'est la misogynie, c'est la violence, c'est la haine anti-LGBT. C'est toujours la première porte d'entrée. Les premières cibles de cette haine, c'est terrifiant, mais malheureusement c'est toujours le cas et ça persiste, ce sont d'abord nos compatriotes juifs. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut que là encore, la société se sente concernée. Pas parce que je ne suis pas juif moi-même, que je ne suis pas concernée évidemment par la violence, par les agressions, oui, par les insultes qui sont subies aujourd'hui par nos compatriotes juifs. Donc on va réunir toutes les associations de lutte contre la haine, pas uniquement juifs, mais je vous dis, lutte contre le racisme notamment, l'ensemble des cultes, parce qu'ils ont une voix qui compte. Et je crois qu'on a besoin un peu de cette alliance de l'ensemble de la société civile pour progresser sur le sujet. Et après les élections européennes, je réunirai l'ensemble des partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est aussi une réponse à l'appel d'un collectif, qui est le collectif Nous Vivrons, qui s'est créé en réponse aux attentats du 7 octobre, pour la libération aussi de nos otages, et qui appelle à un sursaut républicain très clair dans notre pays. Eh bien, Madame la Ministre, je vous remercie. Merci à vous. Vous reviendrez, je l'espère, pour nous parler des résultats de cette conférence, enfin, de cette création, les résultats de ces assises de l'antisémitisme, et aussi de la mission sur les violences sexuelles et sexistes, notamment dans les lieux de pouvoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AJPI, association d'assurés engagés et responsables.